Avant de poursuivre, je voudrais vous adresser une brève invitation. Si vous appréciez les histoires vraies, les secrets enfouis par le temps et les récits qui révèlent ce que beaucoup préfèrent cacher, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant ainsi. Vous ne manquerez aucune des prochaines histoires qui remettent en question le silence et le pouvoir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'où suivez-vous cette histoire? Les grilles de fer étaient restées closes pendant des décennies. Hautes, noires et ornées de symboles anciens, elles se dressaient devant l'étroite route, telles un avertissement silencieux. Les passants ralentissaient instinctivement, non par curiosité, mais par malaise. La propriété ne figurait sur aucune carte touristique, aucun panneau ne l'indiquait, et elle ne recevait aucun visiteur. Pourtant, dans toute la région, chacun connaissait le nom de la famille qui vivait ou avait vécu derrière ces grilles. La famille Montreval, riche, discret et inaccessible. Luc Moreau gara la voiture à quelques mètres de l'entrée. Il coupa le moteur et observa la demeure au loin, partiellement dissimulée par la brume matinale. La maison de pierre claire se détachait comme une silhouette massive, avec ses hautes fenêtres closes, son toit en pente, et l'absence de lumière. Elle ne semblait pas abandonnée, mais elle ne laissait transparaître aucune trace de vie. C'était comme si le temps s'était arrêté. Luc n'était pas là par hasard. Journaliste d'investigation à Paris, il suivait des pistes financières depuis des mois. Virements anciens, successions occultes, sociétés écran. Tout menait au même nom de famille. Ce qui avait commencé comme une enquête économique avait pris une tournure étrange lorsque Luc s'était aperçu que, chaque fois qu'il s'approchait de certains documents, des dossiers disparaissaient. Les fichiers publics étaient corrigés. Des personnes qui acceptaient de parler changeaient soudainement d'avis. Certaines s'évaporaient tout simplement de la conversation et de la ville. Luc sortit de la voiture et sentit l'air froid lui fouetter le visage. Le silence était absolu, seulement troublé par le bruissement du vent dans les grands arbres qui entouraient de la propriété. Aucun oiseau ne chantait, aucun animal ne criait, seul le craquement lointain des vieilles branches résonnait. Il s'approcha des grilles et toucha le fer. Il était froid, même si la journée n'était pas particulièrement froide. Il remarqua des marques profondes près de la base, des rayures irrégulières, comme si quelque chose y avait été traîné à plusieurs reprises au fil des ans. Ce n'étaient pas des marques récentes, mais elles ne semblaient pas assez anciennes pour être oubliées. De l'autre côté du portail, le chemin de pierre menait directement à l'entrée principale du manoir. Aucun signe visible de surveillance, aucune caméra apparente. Pourtant, Luc avait l'étrange impression d'être observé. Pendant ce temps, à quelques mètres de là, à l'intérieur de l'hôtel particulier, Henri Montreval observait la scène derrière un épais rideau. Son visage ne trahissait aucune surprise. Il savait que ce moment viendrait. Il viendrait toujours. Henri était le dernier héritier direct de la famille. Grand, mince, les cheveux gris impeccablement coiffés, il s'habillait avec la même élégance qu'à l'ordinaire, même chez lui. Son regard, cependant, n'exprimait pas la fierté, mais une vigilance constante. Il avait appris très tôt que le plus grand danger pour la famille Montreval ne venait pas des ennemis déclarés, mais des personnes trop curieuses. Il s'éloigna de la fenêtre et descendit le long couloir, où de vieux portraits semblaient observer chacun de ses pas. Des hommes et des femmes à l'air grave, aux yeux sombres et aux postures rigides. Aucun sourire, aucune légèreté. Ils semblaient tous porter le même fardeau invisible. Henri s'arrêta devant une porte verrouillée au bout du couloir. Il passa la main sur le bois, sentant les marques du temps. Derrière cette porte se trouvaient des documents qui n'auraient jamais dû être vus. Non pas des documents financiers, non pas des contrats, mais des comptes, des journaux intimes, des photographies. La preuve de décisions prises en silence, loin des regards de la loi et de la morale. Des décisions qui expliquent pourquoi la fortune de la famille n'a jamais diminué, même en temps de guerre, de crise ou de scandale politique. Dehors, Luc fut surpris par le bruit métallique des grilles qui s'ouvraient lentement. Il n'avait sonné à aucune porte.
Pourtant, on lui avait accordé l'accès. Il hésita un instant, puis s'engagea en voiture. Tandis qu'il empruntait l'allée pavée, il remarqua quelque chose d'inquiétant. Le domaine était impeccablement entretenu. Les jardins étaient soignés, les statues propres, pas une seule feuille morte ne traînait. Ce n'était pas une maison à l'abandon. C'était une maison qui avait choisi de se faire oublier. Luc s'est garé devant l'entrée principale. Avant qu'il puisse sortir, la porte s'est ouverte. Henri Montreval se tenait là, immobile, comme s'il l'avait attendu tout ce temps. « Vous êtes perdu, monsieur ?» demanda-t-il d'une voix trop calme pour la situation. Luc ressentit une légère tension dans son estomac, mais il répondit fermement « Non, je suis exactement là où je dois être. » L'expression d'Henri resta impassible. Seul un léger mouvement dans ses yeux trahit son mécontentement face à cette visite. Sans ajouter un mot, il laissa Luc entrer. En franchissant le seuil du manoir, Luc eut l'impression de franchir bien plus qu'une simple porte. L'air lui semblait plus lourd, le silence, plus profond. Chaque pas résonnait comme un avertissement. Il ne le savait pas encore, mais à cet instant précis, il avait franchi une ligne invisible, une frontière maintenue depuis des générations. Et une fois franchi, il n'y avait plus de retour en arrière. L'intérieur de l'hôtel particulier de Montreval semblait hors du temps. Le sol en marbre clair reflétait la faible lumière des lustres anciens, projetant des ombres allongées qui se mouvaient au gré des pas de Luc. Les murs épais, en pierre, étouffaient tout bruit extérieur. Même ses propres pas semblaient se fondre dans l'atmosphère, comme si la maison abhorrait les bruits inattendus. Henri s'avança sans se retourner. Ses gestes étaient dénués de toute cordialité, empreints d'une formalité rigide, fruit de décennies d'entraînement. Il connaissait chaque couloir, chaque porte, chaque craquement du plancher. Cette maison était plus qu'un héritage. C'était un mécanisme méticuleusement entretenu. Au fil de leur promenade, Luc observait les détails, des tapisseries anciennes représentant des scènes de la campagne française, des bibliothèques aux portes vitrées, des horloges affichant des heures différentes, comme si chaque aile de la demeure obéissait à son propre rythme. Aucune photographie récente, aucun signe de vie contemporaine, ni télévision, ni téléphone visible. « Vous vivez seul ici ?» demanda Luc, brisant le silence. Henri répondit sans s'arrêter. La solitude est un choix. Et aussi une forme de protection. Ils arrivèrent dans une pièce spacieuse, aux hautes fenêtres dissimulées sous d'épais rideaux. Une cheminée, propre mais éteinte, dominait le centre de la pièce. 2 canapés anciens en cuir se faisaient face, séparés par une table basse sur laquelle reposait une simple mallette en cuir sombre. Henri s'assit avec précaution. Il fit signe à Luc de faire de même. « Vous êtes venu chercher des chiffres » dit Henri en posant les mains sur les accoudoirs du fauteuil. « Des entreprises, des héritages, des documents financiers, c'est à ça que tout le monde pense en premier. » Luc ne répondit pas. Il ouvrit simplement son bloc-notes. « La famille Montreval a bâti sa fortune sur plusieurs générations, » poursuivit Henri. Toujours loin des scandales publics, toujours du bon côté de l'histoire, du moins officiellement. Le mot « officiellement » planait dans l'air comme un avertissement. Luc observa attentivement le visage d'Henri. Il n'y avait ni nervosité, ni arrogance, juste une lassitude profonde, presque imperceptible, comme celle de quelqu'un qui porte un secret trop lourd depuis trop longtemps. Peu à peu, Henri commença à parler de sa famille, de ses arrière-grands-parents industriels qui avaient profité de la reconstruction d'après-guerre, de ses grands-parents qui avaient financé des projets culturels et politiques sans jamais apparaître sur les photos, de ses parents qui avaient transformé leur influence en pouvoir discret, participant à des décisions qui n'étaient jamais consignées dans un procès verbal. Chaque phrase était courte, concise, sans émotion apparente. Entre-temps, Luc remarqua quelque chose d'inquiétant. Chaque fois qu'Henri évoquait un membre de la famille, il évitait de donner son nom complet. Il parlait de rôle, le patriarche, l'héritier, la matriarche, comme si les gens étaient des pièces interchangeables d'un système plus vaste. Le journaliste tenta d'orienter la conversation vers des événements précis, des dates, des incidents.
des moments historiques où la fortune familiale avait connu une croissance fulgurante. Henri esquiva habilement la question, fournissant suffisamment de réponses pour paraître coopératif, sans jamais toutefois combler les lacunes. C'est alors que Luc remarqua une porte entr'ouverte au fond de la pièce. Contrairement aux autres, elle était dépourvue d'ornements. D'une simplicité presque moderne, elle contrastait avec le reste du décor. « Qu'est-ce qu'il y a là-bas » demanda-t-il en pointant discrètement du doigt. Henri suivit le regard de Luc. Pour la première fois depuis qu'il s'était assis, un silence interminable s'installa. « De vieux dossiers, » répondit-il. « Rien qui puisse vous intéresser, monsieur. » La réponse ne tarda pas, mais le corps d'Henri avait déjà réagi avant même qu'il puisse parler. Ses doigts se crispèrent sur les accoudoirs du fauteuil. Luc prit mentalement note de ce détail. La conversation se poursuivit un certain temps, jusqu'à ce qu'Henri se lève, mettant fin à la réunion sans prévenir. Ça suffit pour aujourd'hui. Le manoir n'apprécie pas les visites prolongées. Il accompagna Luc jusqu'à l'entrée. En parcourant à nouveau les couloirs, le journaliste ressentit la même sensation d'être constamment surveillé, mais cette fois-ci plus intensément, comme si les portraits accrochés au mur le suivaient du regard, comme si chacun de ses pas était mémorisé. Avant de partir, Luc se retourna. « Vous n'avez pas répondu à ma question principale. » Henri s'arrêta sur le seuil. « Lequel ? Qu'a fait la famille Montreval pour que tant de documents disparaissent ?» Henri soutint ce regard pendant quelques secondes, à tel point que personne ne voulait chercher la réponse. La porte se referma lentement. Dehors, tandis qu'il se dirigeait vers sa voiture, Luc comprit que cette enquête n'était plus seulement professionnelle. Le manoir recelait bien plus que des secrets financiers ou politiques. Il était le théâtre de décisions qui avaient silencieusement façonné des destins et peut-être même détruit des vies. Et pour la première fois, Luc comprit que le danger résidait non seulement dans ce qu'il lui restait à découvrir, mais aussi dans ce qu'on lui avait déjà permis de voir. Luc quitta le domaine de Montreval avec l'impression très nette que quelque chose s'était déclenché dès que le portail s'était refermé derrière sa voiture. Le bruit métallique résonna sur la route déserte, persistant indéfiniment, comme un seau qu'on appose. Il roula plusieurs minutes sans allumer la radio, tentant de se remémorer chaque détail de la rencontre. Ce n'était pas tant ce qui avait été dit qui le troublait, mais ce qui avait été évité avec une précision chirurgicale. De retour dans la petite ville voisine, Luc s'installa dans un hôtel discret, fréquenté par des voyageurs de passage et quelques vendeurs ambulants. Un lieu où l'on posait rarement des questions. Dans sa chambre, il étala sur le lit des copies de vieux documents qu'il avait rassemblés ces derniers mois. Registres de sociétés dissoutes, donations culturelles sans bénéficiaires clairement identifiés, acquisitions foncières réalisées peu après des incidents jamais vraiment élucidés. Il y avait un schéma récurrent. Chaque fois que la famille Montreval apparaissait en coulisses, quelque chose disparaissait peu après. Un bâtiment historique démoli sans preuve photographique. Un procès classé sans suite avant même le début de l'audience. Un témoin qui changeait de version ou refusait de parler. Luc a décidé de tester les limites. Le lendemain matin, elle se rendit au bureau d'état civil. Le vieux bâtiment, avec ses murs épais et son éclairage jaunâtre, conservait des archives remontant à plus d'un siècle. La guichetière, une femme d'âge mûr à l'air fatigué, saisit le nom de famille dans le système et fronça les sourcils. « Étrange », murmura-t-il. « Quoi ?» demanda Luc. Certains enregistrements sont indiqués comme transférés, mais sans destination. Ils sont simplement supprimés. Elle a tenté d'accéder aux versions physiques des fichiers. Elle est revenue quelques minutes plus tard, visiblement mal à l'aise. Ces documents ont disparu. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Luc les remercia et partit, sentant se dresser devant lui le premier obstacle concret. Il ne s'agissait pas simplement de résistance sociale ou de silence acheté. C'était une atteinte directe à la mémoire institutionnelle. En sortant de chez le notaire, il remarqua une voiture noire garée de l'autre côté de la rue. Le véhicule ne lui parut pas suspect au premier abord, mais lorsque Luc changea de direction, le moteur démarra aussitôt.
Il continua sa marche, tournant au hasard au coin des rues, observant les reflets dans les vitrines. La voiture maintenait une distance constante. Luc entra dans un petit café et se tint près de la fenêtre. Il commanda un café et fit semblant de manipuler son téléphone. La voiture passa lentement, sans s'arrêter. Aucune plaque d'immatriculation visible, aucun conducteur identifiable. C'était un avertissement, pas une menace directe. Bien décidé à ne pas céder, Luc chercha une autre source. Un ancien employé municipal qui, d'après de vieux contacts, avait travaillé sur des projets de restauration indirectement financés par les Montreval. L'homme vivait dans un quartier isolé, dans une maison modeste, presque dissimulée par les arbres. À son arrivée, Luc trouva la porte entr'ouverte. Il appela plusieurs fois, mais personne ne répondit. Il entra prudemment. L'intérieur était intact, mais des signes évidents de précipitation étaient visibles. Une tasse cassée au sol, des papiers éparpillés sur la table, une chaise renversée. Rien n'indiquait une lutte violente, mais l'atmosphère trahissait une interruption brutale. Sur la table, Luc trouva un vieux carnet. Il le feuilleta rapidement. Des notes techniques se mêlaient à des commentaires personnels. Sur une page, un nom revenait plusieurs fois, Montreval. À côté, des dates et des références à des travaux souterrains, des passages condamnés, des pièces non répertoriées sur les plans officiels. Avant qu'il puisse photographier les pages, il entendit un bruit derrière lui, un léger tapotement sur le sol. Luc se retourna brusquement. Personne. Le silence revint, lourd d'émotion. Il referma le carnet, le glissa sous son manteau et quitta la maison sans se retourner. Ce soir-là, à l'hôtel, Luc tenta de scanner le contenu du carnet. L'ordinateur dysfonctionna inexplicablement. Fichier corrompu. Le système plantait systématiquement lorsqu'il nommait les documents avec le nom de famille. Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un, ou quelque chose, surveillait bien plus que ses simples déplacements. Pendant ce temps, au manoir, Henri Montreval rencontrait deux personnes dans une pièce sans fenêtre. Il n'y avait pas de table, seulement des chaises disposées en cercle. L'atmosphère était tendue, mais maîtrisée. « Il a progressé plus vite que prévu », dit l'une des voix, une voix masculine grave. Henri acquiesça. Elle a déjà franchi les frontières administratives et elle a mis au jour des traces anciennes. Devrions-nous intervenir? Henri a mis un certain temps à répondre. Pas encore. Tout excès attire l'attention. La peur, bien maîtrisée, finit par régler les problèmes d'elle-même. À l'extérieur du manoir, une lumière vacilla brièvement dans une aile que Luc n'avait pas vue de toute la journée. Un espace souterrain, antique, oublié par ceux qui ne connaissaient que la surface. Au petit matin, Luc se réveilla au son de la sonnerie du téléphone de sa chambre. Il répondit, mais la ligne était coupée. Il n'entendait que sa respiration, lente, maîtrisée. Il raccrocha, sentant son cœur s'emballer. Quelques minutes plus tard, il a reçu un message anonyme sur son téléphone portable. Certaines portes n'étaient pas destinées à être ouvertes. Luc était assis au bord du lit, les yeux rivés sur l'écran illuminé. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, il envisageait sérieusement la possibilité de ne pas avoir affaire seulement à une famille puissante, mais à toute une organisation vouée à dissimuler certaines vérités. Il fit néanmoins la seule chose qu'il savait faire. Il ouvrit son bloc-notes et écrivit une nouvelle question, plus longue que toutes les précédentes. Qu'a donc caché la famille Montreval pour mériter un tel silence? L'enquête de Luc progressa sur deux plans distincts. Le jour, il menait son enquête comme un journaliste, recueillant des bribes d'informations publiques, s'entretenant avec des sources qui acceptaient de parler uniquement dans des lieux neutres, toujours sur ses gardes. La nuit, cependant, une autre strate émergeait, silencieuse, diffuse, difficile à cerner, où les événements semblaient échapper à la logique institutionnelle et basculer dans un territoire plus obscur. La première intrigue secondaire est venue de Claire Dubois. Elle travaillait à la bibliothèque historique régionale, un vieux bâtiment qui abritait des collections privées léguées par des familles influentes au fil des siècles. Luc l'avait rencontrée des années auparavant, lors d'une autre enquête.
Claire avait la réputation d'être méticuleuse, presque obsessionnelle, à propos de documents qui ne devraient pas exister. Lorsque Luc l'aborda, il ne mentionna pas immédiatement les Montreval. Pourtant, elle comprit avant même qu'il ait fini sa phrase. « Vous avez touché à quelque chose de trop important », dit-il en le conduisant dans une allée étroite entre de hautes étagères. Ce nom de famille ne figure pas par hasard dans les catalogues. Claire révéla qu'une partie des collections de la bibliothèque avait été réorganisée dans les années 1980. Des collections entières avaient officiellement disparu, mais certains documents avaient été mis hors du système, gardés par des employés méfiants envers les ordres reçus. Elle emmena Luc dans une salle de lecture isolée et lui montra des copies d'anciennes lettres échangées entre les autorités locales et des représentants de la famille Montreval. Les textes ne décrivaient pas directement les crimes. Ils parlaient de gestion de crise, de confinement social et de mesures exceptionnelles. Plusieurs d'entre eux faisaient allusion, de manière voilée, à des personnes transférées ou réduites au silence pour préserver l'équilibre. La deuxième intrigue secondaire prenait naissance dans la ville même. Luc s'aperçut que certains quartiers avaient été construits sur des terrains autrefois interdits d'accès. Les anciens habitants, désormais âgés, évitaient d'en parler. Certains refusaient d'ouvrir la porte, d'autres coupaient court à la conversation dès que le nom de famille Montreval était mentionné. Il ne s'agissait pas d'une peur ordinaire, mais d'un pacte tacite maintenu depuis des générations. Un homme a accepté de parler, à condition qu'aucun enregistrement ne soit effectué. Il a raconté que, des décennies auparavant, une série de disparitions n'avait jamais fait l'objet d'une enquête officielle. Les familles ont reçu d'importantes compensations financières et ont déménagé dans d'autres villes. Les quelques personnes restées sur place ont rapidement compris que réclamer des réponses avait des conséquences. Au fur et à mesure que ces intrigues secondaires se développaient, la pression sur Luc augmentait. Il commença à remarquer d'étranges anomalies dans sa routine. Le même employé de l'hôtel était toujours de service, quelle que soit l'heure. Un livreur déposait des journaux différents de ceux que Luc avait commandés. Sa voiture présentait des dysfonctionnements intermittents qu'aucun mécanicien ne parvenait à expliquer. Le temps est lui aussi devenu un ennemi. Claire informa Luc qu'un audit imminent de la bibliothèque pourrait entraîner la destruction définitive des collections non cataloguées. S'il souhaitait accéder aux documents restants, il ne disposait que de quelques jours. Parallèlement, des rumeurs circulaient selon lesquelles la famille Montreval envisageait de vendre une partie de la propriété, une aile spécifique de l'hôtel particulier, à un consortium privé. Dans ce cas, toutes les structures anciennes seraient démolies sans consultation publique. Les pièces commençaient à bouger trop vite. De retour au manoir, Henri Montreval était en proie à un conflit intérieur. Un membre éloigné de la famille insistait pour un changement. Le silence absolu qui avait fonctionné pendant des décennies menaçait désormais d'attirer une attention indésirable. Des désaccords subsistaient quant à la manière de gérer la situation avec le journaliste. Certains préconisaient une approche radicale. D'autres pensaient que la tension émotionnelle finirait par faire abandonner Luc. Henri savait que cet équilibre était fragile. Ce soir-là, il se replongea dans de vieux documents, tournant les pages jaunies entre des mains qui avaient déjà accompli ce même geste d'innombrables fois. Un document attira son attention, un accord signé des décennies plus tôt, stipulant que certaines structures souterraines ne devaient jamais être rouvertes, non pas pour des raisons légales, mais par souci de retenue sociale. Le texte était sans équivoque. Luc, à son tour, a commencé à relier les points. Les travaux souterrains mentionnés dans le carnet de l'ancien employé municipal coïncidaient avec des zones proches du manoir. Tunnels, pièces scellées, espaces non répertoriés dans les plans officiels. Il ne s'agissait pas de simples cachettes. C'étaient des lieux conçus pour faire disparaître des personnes, des documents et des événements entiers. L'échéance approchant, Luc prit une décision risquée. Il devait retourner au manoir de Montreval, non pas en tant que visiteur autorisé, mais en tant qu'observateur invisible.
Il savait que ce choix augmenterait considérablement le risque, mais c'était aussi le seul moyen de rassembler toutes les intrigues secondaires autour d'un point central. Il a noté la date dans son carnet. Il ne restait que quelques jours avant que les preuves ne disparaissent. À nouveau, la nuit choisie par Luc n'était pas le fruit du hasard. Il bruinait doucement, d'une pluie fine qui étouffe les sons et efface les traces. La route étroite, menant au manoir de Montreval, était déserte, éclairée seulement par les phares de la voiture. Il se gara à bonne distance et poursuivit son chemin à pied, longeant la végétation bordant la propriété. Cette fois, je n'utiliserai pas les portails. Guidé par des cartes incomplètes et des notes d'un vieux carnet, Luc découvrit une ouverture presque invisible dans le mur latéral de la propriété, un passage étroit, recouvert de lierre et de mousse, manifestement ancien. Quelqu'un l'avait emprunté à maintes reprises avant lui. Pas récemment, certes, mais suffisamment longtemps pour que ce ne soit pas un simple hasard architectural. En traversant, il sentit l'air changer, plus froid, plus dense. Le manoir se dressait devant lui, silencieux, avec peu de fenêtres éclairées. Luc fit le tour du bâtiment jusqu'à atteindre une aile isolée, partiellement dissimulée par la pente du terrain. Là, presque au niveau du sol, il découvrit une porte métallique encastrée dans la pierre. Aucune serrure n'était visible, juste un vieux mécanisme à pression. Il prit une profonde inspiration et poussa. La porte se referma en grinçant doucement, dévoilant un étroit escalier en colimaçon. Luc alluma la lampe torche de son téléphone et commença à descendre, humant l'odeur de terre humide mêlée à une odeur plus ancienne. Poussière, métal rouillé et une légère odeur chimique. L'espace souterrain n'était pas improvisé. Les murs étaient renforcés, le sol nivelé. Il y avait de vieux rails au sol, comme ceux utilisés pour transporter des charges lourdes ou des personnes. En parcourant les couloirs, Luc découvrit des pièces vides, certaines marquées au sol, d'autres avec des crochets rouillés au mur. Aucun signe évident de violence, mais tout y était conçu pour le contrôle et l'enfermement. Un lieu fait pour que rien ne puisse s'échapper, ni les sons, ni les histoires. Dans une des pièces, une étagère métallique supportait encore des boîtes d'archives. Beaucoup étaient vides, mais certaines étaient intactes. Luc en ouvrit une avec précaution. À l'intérieur, il trouva des rapports dactylographiés, scellés de vieux cachets officiels, mais sans en-tête identifiable. Les documents décrivaient des incidents sociaux, des individus à problème et des mesures correctives. Les noms étaient barrés, remplacés par des codes. De petites photographies en noir et blanc étaient jointes. Des gens ordinaires, des visages fatigués, des yeux qui semblaient ne pas comprendre ce qu'ils faisaient là. Luc sentit un nœud se former dans son estomac. Il ne s'agissait pas simplement d'un réseau d'influence politique. C'était un système parallèle de justice privée, opérant en marge de la loi et alimenté par l'argent, le silence et la collaboration institutionnelle. La famille Montreval n'avait pas seulement profité des crises historiques, elle avait contribué à les créer, à les gérer et à en effacer les conséquences humaines. Le bruit lointain de pas interrompit sa lecture. Luc éteignit aussitôt sa lampe torche et se cacha derrière une cloison métallique. Deux voix résonnèrent dans le couloir, étouffées mais suffisamment distinctes. L'une d'elles était celle d'Henri Montreval. « L'aile était censée rester scellée », dit Henri avec une fermeté contenue. « Cela avait été convenu. »« Les temps ont changé, » répondit l'autre voix. « Nous ne pouvons plus soutenir des ruines qui attirent la curiosité. » Rouvrir ce document serait une erreur. Il y eut un silence. L'erreur a été de laisser un étranger s'approcher d'aussi près. Luc comprit alors qu'il ne faisait pas que découvrir la vérité. Il était considéré comme faisant partie du problème à gérer. Les voix s'estompèrent et Luc en profita pour photographier rapidement les documents les plus importants. En s'apprêtant à partir, il remarqua quelque chose d'inédit. Une pièce au fond, fermée par un mécanisme plus récent. Il a forcé la porte. À l'intérieur, il découvrit quelque chose qui changea tout.
Une collection d'enregistrements numériques, classés par date récente. Il ne s'agissait pas de documents historiques, mais de documents actuels, rapports de surveillance, enregistrements environnementaux, transcriptions de conversations. Certains concernaient des fonctionnaires encore en fonction, d'autres faisaient état de décisions prises plusieurs semaines auparavant. La vérité interdite n'appartenait pas uniquement au passé. Elle est restée active. Avant qu'il puisse réagir, la lumière s'alluma brusquement. L'espace fut inondé d'une cruelle lueur blanche. Luc leva instinctivement les mains. Henri Montreval se trouvait à l'entrée de la pièce. Le regard qui avait autrefois été maîtrisé exprimait désormais autre chose. Non plus de la colère, mais une profonde résignation. « Il y a des vérités qui ne libèrent pas », a dit Henri. « Elles ne font que remplacer une prison par une autre. » Luc ne répondit pas. Il avait déjà compris. C'était le point de non-retour, la révélation qui changeait le sens de tout ce qu'il avait étudié jusqu'alors. La famille Montreval n'était pas seulement le symbole d'un passé sordide, c'était un rouage qui fonctionnait encore. Luc n'a pas été arrêté ce soir-là. Ce fut le premier détail qui le déconcerta. Henri Montreval resta immobile quelques secondes après avoir allumé la lumière, évaluant non seulement le journaliste, mais aussi l'impact de sa présence. Le silence entre les deux hommes n'était pas tendu au premier abord. Il était lourd, chargé de calculs. Luc comprit que la situation n'était pas improvisée. La décision à prendre à son égard avait déjà été débattue avant même son arrivée. « Vous en avez assez vu », dit finalement Henri en se détournant de la porte. « Et pourtant, vous n'avez pas tout vu. » Sans toucher Luc, Henri lui fit signe de le suivre. Deux hommes apparurent dans le couloir, discrets, sans armes apparentes. Ils ne l'emmenèrent pas de force. Ils se positionnèrent simplement de telle sorte qu'il n'eut pas d'autre choix. Luc fut escorté jusqu'à la sortie souterraine par un chemin différent de celui qu'il avait emprunté à l'entrée. Une fois de l'autre côté de la propriété, on le conduisit à sa voiture. Aucune menace directe, aucun ordre explicite d'abandonner l'enquête. Juste une dernière phrase, prononcée par Henri avant de refermer la porte. Vous comprenez maintenant le prix de la curiosité. Luc a conduit pendant des heures, sans destination précise jusqu'à l'aube. Son esprit était en ébullition. Il avait suffisamment de preuves pour un récit accablant, des documents, des photographies, des enregistrements numériques. Mais il était également certain que toute tentative de publication déclencherait des réactions bien plus fortes que lui. Et la réponse ne tarda pas. Lorsqu'il alluma son téléphone, il découvrit des dizaines de messages non lus. Claire avait tenté de le joindre à plusieurs reprises. Lorsqu'il lui rappela, sa voix était basse, presque un murmure. « Quelqu'un était à la bibliothèque ce matin », a-t-il dit. « Il a pris tout ce qui n'était pas catalogué. Il n'a laissé aucune trace. Il n'a laissé aucune explication. » Luc a vérifié ses fichiers numériques. Certains éléments avaient tout simplement disparu. Des sauvegardes corrompues, des photos qui ne s'ouvraient plus. Il ne restait que des fragments, insuffisants pour étayer une accusation formelle. D'autres conséquences sont apparues dans les heures qui ont suivi. Le rédacteur en chef de Luc à Paris a refusé l'article, invoquant des risques juridiques inacceptables. Un contact de longue date au ministère a répondu par une seule phrase. Ne continuez pas à l'hôtel où Luc séjournait, l'a informé que sa réservation avait été annulée en raison d'une erreur administrative. Le mécanicien qui avait examiné sa voiture quelques jours auparavant a maintenant nié l'avoir vue. Ce n'était pas une persécution ouverte, c'était l'isolement. Le message était clair. La structure avait réagi en modifiant l'environnement pour la rendre inopérante. Sans soutien institutionnel, sans accès aux voies officielles, sans protection. Au manoir, les réactions étaient tout aussi calculées. Henri réunit les personnes concernées et ordonna la fermeture immédiate de l'aile souterraine. Les enregistrements les plus récents furent transférés dans un autre lieu, à l'étranger. La procédure de vente de l'aile au consortium fut accélérée. En quelques semaines, tout serait démoli légalement, les permis ayant déjà été obtenus. En interne, les tensions étaient palpables.
Certains considéraient Luc comme un risque résiduel, d'autres comme une variable déjà neutralisée. Henri maintenait sa position. Le journaliste serait vaincu non par la force, mais par la désinformation. Les vérités sans écho meurent seules, a-t-il déclaré. Luc tenta d'échapper à l'oubli. Il écrivit des articles plus courts, sans citer de nom. Il utilisa des métaphores. Il établit des liens indirects. Rien n'y fit. Faute de preuves solides, ses propos semblaient relever de la spéculation. Le doute commença à éroder sa conviction. Durant ces nuits blanches, il revivait mentalement les images du monde souterrain, les visages sur les photos, les rapports glaciaux. Ce n'étaient pas de simples faits historiques, c'étaient des personnes réelles, effacées 2 fois, d'abord physiquement, puis de la mémoire collective. La conséquence la plus sévère n'était pas la censure externe. Il comprit que le système n'avait pas besoin de l'anéantir complètement. Il suffisait de le laisser en vie, conscient et impuissant. Un observateur qui en savait trop, mais pas assez pour changer quoi que ce soit. Pourtant, quelque chose avait changé. Luc n'était plus seulement un journaliste enquêtant sur une famille fortunée, il était devenu un risque latent, une archive vivante. Et cela, il le savait, pouvait être à la fois une faiblesse et une menace future. L'engrenage avait réagi, mais cela ne l'avait pas anéanti. Encore, les jours suivants furent marqués par un silence d'un autre ordre, non pas celui imposé par une menace directe, mais celui qui s'installe quand toutes les portes semblent se fermer d'un coup. Luc quitta le quartier de Montreval et rentra à Paris sans prévenir personne. Il n'informa pas ses collègues, il ne dévoila aucun projet. Il avait appris à ses dépens que tout geste prévisible pouvait être anticipé. Dans son petit appartement, Luc changea ses habitudes. Il éteignit les appareils qu'il n'utilisait pas, changea ses mots de passe et se remit à écrire à la main. Ce n'était pas de la paranoïa gratuite, mais une adaptation. L'enquête l'avait contraint à abandonner l'image romantique du journaliste protégé par la vérité. Il comprenait désormais que la vérité, lorsqu'elle est dépourvue de structure pour la soutenir, peut devenir un fardeau insupportable. Pendant des semaines, il n'a rien enquêté, il a observé, il relut de vieilles notes, non pas pour y chercher des preuves directes, mais des schémas. L'erreur initiale avait été de vouloir exposer le système de l'extérieur vers l'intérieur, s'attaquer aux noms, aux structures visibles, aux institutions officielles. Tout cela avait été facilement neutralisé. Ce qui ne pouvait être effacé avec la même facilité, c'étaient les conséquences humaines, disséminées dans le temps, diluées dans les récits personnels. Luc a décidé de changer de centre d'intérêt. Il entreprit de rechercher les descendants des personnes mentionnées dans les documents qu'il avait consultés sous terre. Il ne fit aucune mention de la famille Montreval. Il parla seulement de zones d'ombre. Disparitions inexpliquées, successions interrompues, déplacements forcés. Peu à peu, des histoires commencèrent à émerger, fragmentées, douloureuses, incomplètes, mais réelles. Une femme a raconté que son grand-père avait été muté après avoir signalé des irrégularités dans des projets de travaux publics. Un homme a rapporté que sa famille avait reçu de l'argent pour ne plus jamais poser de questions sur son frère aîné. Un autre a évoqué d'étranges rencontres, toujours organisées par des avocats qui ne laissaient aucune trace. Aucun témoignage, pris isolément, n'était explosif. Ensemble, ils formaient un schéma inquiétant. Luc comprit que son triomphe ne viendrait pas d'un coup d'éclat journalistique, mais de la lente reconstruction de la mémoire, une tâche presque invisible et pourtant persistante. Il créa des archives privées et décentralisées, hébergées à l'étranger, alimentées par des témoignages anonymes et des documents personnels. Il ne cherchait pas à accuser directement, il cherchait à préserver. Pendant ce temps, Henri Montreval ressentait la pression d'une autre manière. La vente partielle de la propriété progressait, non sans susciter des résistances internes. Certains membres de la famille y voyaient le début de la fin, d'autres une évolution nécessaire. Henri, quant à lui, nourrissait un conflit plus profond. En laissant Luc partir vivant, il avait enfreint une règle tacite respectée depuis des générations, celle de ne pas transgresser certaines limites.
Il commença à remettre en question ses décisions passées, non par regret moral, mais par calcul. Le monde avait changé. Le silence absolu était devenu plus difficile à maintenir à l'ère des données fragmentées et des souvenirs dispersés. Luc avait changé lui aussi. Il n'était plus guidé par l'indignation immédiate, mais par la stratégie. Il apprit à patienter, à se retirer quand il le fallait, à accepter que la croissance ne se manifeste pas toujours par une victoire visible. Parfois, il s'agit simplement de refuser d'être exclu. Une année s'est écoulée. Le nom de Montreval a commencé à surgir dans des contextes inattendus, non pas comme une accusation directe, mais comme une vague référence historique, citée dans des études indépendantes, des articles universitaires alternatifs et des forums spécialisés. Rien de concluant, rien de concret, mais suffisamment pour susciter des interrogations. Luc observait tout à distance. Il savait qu'on l'observait toujours. Il le sentait dans les invitations qui n'arrivaient jamais, dans les réponses génériques, lorsqu'il tentait d'accéder à certains fichiers, dans les opportunités qui disparaissaient sans explication. Mais il savait aussi qu'il n'était plus seul. La croissance n'a pas été héroïque, c'était silencieux, pesant, lent. Luc avait appris à survivre dans les failles du système qui avait tenté de l'écraser. Et ce faisant, il s'était transformé. Non pas en l'homme capable d'anéantir une puissante famille d'un seul coup, mais en celui qui veillerait à ce que l'histoire ne soit plus jamais complètement oubliée. Henri Montreval, pour sa part, avait perçu de subtils signes d'instabilité. De légers bruits là où régnait auparavant un silence absolu. Non pas des menaces immédiates, mais des fissures. Et il comprit, peut-être trop tard, que le plus grand défaut du système n'avait pas été l'existence d'un journaliste curieux. Ce serait sous-estimer la persévérance de quelqu'un qui est prêt à attendre. Le second hiver, après l'invasion de l'hôtel particulier, arriva plus vite que prévu. À Paris, le froid semblait plus sec, plus mordant. Pour Luc, cependant, le véritable changement ne résidait pas dans le temps, mais dans le rythme des événements. Après des mois de progrès silencieux, quelque chose avait commencé à s'accélérer, et c'était rarement bon signe. Les archives décentralisées qu'il avait créées commençaient à attirer l'attention, non pas de la presse traditionnelle, mais de chercheurs indépendants, d'avocats retraités, d'historiens locaux, des personnes qui ne recherchaient pas les gros titres, mais la cohérence. Certains ont commencé à recouper les données de leur propre initiative, d'autres ont envoyé des documents oubliés dans des tiroirs de famille. Rien ne désignait directement la famille Montreval, mais les liens devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Luc a pris conscience du danger lorsqu'il a reçu un court courriel sans expéditeur identifiable. Vous approchez d'un point de non-retour. Il n'y avait pas de menace explicite, ni de demande. C'était un avertissement, du même genre qu'il avait déjà appris à reconnaître. Au même moment, Claire reprit contact après des mois de silence. Elle accepta de le rencontrer uniquement dans un lieu public fréquenté près d'une gare. Elle paraissait plus mince, plus fatiguée. L'audit n'était que le début, a-t-il déclaré sans ambages. Il reclasse des collections entières dans différentes régions. Toujours les mêmes périodes historiques, toujours les mêmes noms qui ressurgissent en marge. Elle fit glisser une fine enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvaient des copies de permis de démolition et de rénovation structurelle récents concernant d'anciennes propriétés liées directement ou indirectement à la famille Montreval. L'un d'eux attira immédiatement l'attention de Luc, l'aile souterraine du manoir. La démolition était prévue quelques jours plus tard. Il ne s'agirait pas seulement de l'effacement physique d'un lieu, il s'agirait de la disparition définitive de toute possibilité de preuves matérielles. Après cela, il ne resterait que des témoignages épars, facilement discréditables. Luc sentait la pression du temps se refermer comme un siège. Pendant ce temps, au manoir, Henri Montreval traversait la période la plus délicate de sa vie. Le consortium faisait pression pour accélérer les travaux. Les avocats garantissaient une couverture juridique complète. Techniquement, tout était en règle, officiel, irréversible.
Mais Henri savait que cette dernière initiative comportait des risques importants. Fermer le tunnel souterrain signifiait détruire non seulement des structures, mais aussi le dernier point de contrôle. Une fois démoli, le passé ne serait plus sous la surveillance directe de la famille. Il deviendrait mythe, spéculation, quelque chose de plus difficile à gérer qu'un secret bien gardé. Il a convoqué une dernière réunion. Les avis étaient partagés. Certains estimaient qu'il fallait neutraliser Luc une fois pour toutes. D'autres insistaient sur le fait que toute action directe à ce stade attirerait précisément l'attention qu'il s'efforçait d'éviter depuis des décennies. Henri a pris la décision la plus risquée de toutes, ne rien faire. Si Luc devait aller de l'avant, il le ferait seul. Luc, quant à lui, savait qu'il n'aurait pas d'autre chance. Il rassembla tous les éléments en sa possession. Comptes, documents indirects, cartes, enregistrements recoupés, et établit une chronologie claire. Non pas pour accuser, mais pour mettre en évidence une régularité, une méthode, une structure qui avait traversé les gouvernements, les crises et les générations. Il a décidé de ne pas solliciter les grands médias. Je publierai tout d'un coup dans un dépôt ouvert, avec accès distribué et copie automatique. Ce ne serait pas un acte d'accusation classique, ce serait un dossier public impossible à effacer complètement. Pourtant, il manquait quelque chose. Un dernier élément qui lierait de manière irréfutable le passé et le présent. Luc savait où le trouver, au manoir de Montreval, avant l'arrivée des machines. Il boutonna son manteau, prit un sac à dos léger et s'enfonça dans la nuit parisienne avec la certitude troublante que cette décision anéantirait toute possibilité de retour en arrière. Il ne s'agissait plus de progresser ni de survivre en silence. C'était le moment où tout a convergé. Le système se préparait à son arrêt définitif. Et Luc préparait son coup final. Luc arriva à la propriété de Montreval peu avant l'aube. Le ciel était encore lourd, d'un gris uniforme, et le silence de la région n'était rompu que par le bruit lointain des moteurs. Les premières machines approchaient déjà, attendant l'autorisation officielle de commencer la démolition. Le temps semblait s'être étiré jusqu'à ce moment. Il n'a pas essayé de s'introduire de force. La porte latérale, ce même passage presque invisible recouvert de lierre, était ouverte. Pas grande ouverte, mais délibérément déverrouillée. Luc comprit aussitôt, ce n'était pas de la négligence. C'était une invitation. En traversant, il sentit de nouveau le poids de l'air changer. Il descendit l'escalier souterrain, désormais éclairé par des lampes provisoires installées pour les travaux. L'espace lui parut plus petit qu'il ne s'en souvenait, non pas qu'il eût rétréci, mais qu'il fût désormais à découvert, sans suffisamment d'ombre pour dissimuler ce qui s'y était passé. Luc s'avança rapidement, sachant qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Dans la pièce où il avait trouvé les dossiers des mois auparavant, tout était presque vide. Les étagères avaient été enlevées, les cartons emportés. Seules subsistaient des marques sur le sol et des éraflures sur les murs, comme des cicatrices. Dans un coin, cependant, se trouvait quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Un vieux terminal, allumé, l'écran éclairé. Henri Montreval était assis en face de lui. Il ne semblait ni surpris ni nerveux. Il portait un manteau sombre et élégant qui détonnait dans ce décor rude. En apercevant Luc, il se leva lentement. « Je me doutais bien que tu reviendrais, » dit-il à voix basse. Quiconque arrive jusque-là ne repart jamais sans avoir obtenu les réponses définitives. Luc garda ses distances. « Je ne suis pas venu chercher des réponses. Je suis venu chercher ce que vous avez laissé derrière vous. » Henri esquissa un sourire contenu. Rien n'est laissé au hasard. Il s'éloigna du terminal, dévoilant l'écran. Un fichier était ouvert. Un enregistrement vidéo, date récente. Le cadrage montrait la même pièce, mais avec des personnes présentes. Des autorités, des représentants de l'entreprise, des conversations claires et objectives, sans métaphore, des décisions prises concernant la maîtrise des risques sociaux, la gestion des individus et le maintien de la stabilité. Il n'y avait pas de langage ambigu. Il y a eu des aveux. « Ça n'était pas là avant, » dit Luc. « Si, » répondit Henri. « Simplement,
Tu ne le voyais pas. Henri s'approcha du mur et appuya sur un point précis. Un compartiment s'ouvrit, révélant un petit dispositif de rangement physique. Pendant des décennies, ma famille a cru que contrôler la vérité revenait à la posséder, a-t-il poursuivi. Mais les vérités accumulées deviennent un fardeau, et les fardeaux, tôt ou tard, doivent être abandonnés. Luc comprit à cet instant. « Vous voulez que je prenne ça, je veux que quelqu'un le prenne », corrigea Henri. « Et tu as déjà prouvé que tu étais prêt à en payer le prix. » Le bruit de pas résonnait au loin. Des machines s'allumaient, des ordres étaient donnés au-dessus d'elles. Le temps pressait. « Pourquoi ?» demanda Luc. « Pourquoi maintenant ?» Henri soutint son regard. « Parce que le système que nous avons créé ne protège même plus ses concepteurs. » Il y eut un silence. « Et parce que quelqu'un doit décider de la fin de cette histoire. » Luc prit l'appareil en main. Il en sentit le poids réel, froid et définitif. Impossible de nier ce qu'il représentait. Ce n'était pas qu'une simple preuve, c'était un point de non-retour. « Ils finiront par le découvrir, » dit Luc. « Ils te feront porter le chapeau. »« Peut-être, » répondit Henri, « ou peut-être ont-ils besoin d'un coupable. » Il recula d'un pas. « En tout cas, mon rôle s'arrête ici. » L'alarme retentit au-dessus d'eux. Un avertissement bref et sec. La démolition commencerait dans quelques minutes. Luc ne dit rien de plus. Il se retourna et dévala le couloir, puis monta les escaliers, sentant les premières vibrations des machines touchant la structure extérieure. Arrivé de l'autre côté de la propriété, il entendit le bruit sourd de quelque chose qui cédait derrière lui. Il ne s'est pas retourné. Quelques heures plus tard, au loin, Luc lançait le processus qu'il préparait depuis des mois. Le dossier fut publié sur de multiples serveurs avec des copies automatiques, un accès miroir et une diffusion internationale. La vidéo était au cœur de tout cela. Il n'y avait pas de récit émotionnel, il n'y avait pas d'accusation directe, des faits, rien que des faits. Lorsque la nouvelle a commencé à se répandre, ce ne fut pas une explosion immédiate, mais une fissure continue. Les institutions ont réagi. Les avocats se sont mobilisés, des communiqués prudents ont été publiés, des personnalités connues ont temporairement disparu de la scène publique. Le manoir de Montreval fut démoli le même jour. Du sous-sol, il ne restait plus que des décombres, mais la vérité n'était plus là. Le point culminant n'était pas la confrontation physique, ni l'arrestation immédiate des coupables. C'était la transformation visible de Luc à cet instant final. Il cessa de lutter contre le système et commença à le confronter au temps, là où le silence ne peut durer éternellement. Les effets de la publication ne furent ni immédiats, ni spectaculaires. Il n'y eut ni arrestation massive, ni déclarations officielles d'aveu de culpabilité. L'impact réel se fit sentir lentement, presque imperceptiblement, se propageant à travers des couches de la société qui agissent rarement de concert. Au début, le dossier a été traité comme un document sensible. Certaines plateformes en ont restreint la diffusion. Des avocats ont demandé son retrait. Des experts ont mis en doute son authenticité. Mais la structure mise en place par Luc a fonctionné comme prévu. Chaque tentative de suppression générait de nouvelles copies, de nouvelles analyses, de nouvelles interprétations. L'histoire ne lui appartenait plus. Les universités ont commencé à citer ces documents dans leurs études sur le pouvoir informel et les systèmes de justice parallèles. Des commissions indépendantes ont ouvert des enquêtes administratives discrètes sans publicité. Certaines personnes mentionnées dans les enregistrements ont demandé un congé temporaire, invoquant des raisons personnelles. D'autres ont disparu de la vie publique sans explication. Rien de tout cela n'apporta à Luc une satisfaction immédiate. Il observait les événements se dérouler à distance, conscient que le système était trop résilient pour s'effondrer d'un seul coup. Malgré tout, quelque chose de fondamental avait changé. Le récit n'était plus sous le contrôle d'une seule famille. Il était devenu public, fragmenté, sujet à débat. Impossible de revenir complètement en arrière. Henri Montreval ne fut plus jamais revu. Officiellement, il se retira de la vie publique après la vente définitive de la propriété.
Certains prétendaient qu'il était parti vivre à l'étranger, d'autres qu'il était resté en France sous une autre identité. Pour Luc, cela importait peu. Henri avait rempli son dernier rôle, non pas celui d'un rédempteur, mais celui de celui qui avait décidé de rompre le cycle au dernier moment possible. La famille Montreval, en tant qu'entité, commença à se dissoudre. Les sociétés furent rebaptisées, les fonds redistribués. Le nom de famille devint trop encombrant pour être conservé. Le silence, jadis absolu, fit place à une prudence constante. Luc a lui aussi payé son prix. Il n'occupa plus jamais de postes importants. Les invitations cessèrent. Certains collègues l'évitaient. D'autres le traitaient comme quelqu'un qui avait franchi une limite invisible. Pourtant, il ne se sentait pas vaincu. Son évolution n'avait pas été reconnue publiquement, mais elle était indéniable. Il continua à travailler désormais à un rythme différent, aidant les autres à préserver des souvenirs que les systèmes préféraient oublier. Il ne recherchait plus la notoriété, mais la pérennité. La conclusion n'était pas heureuse. C'était une conclusion appropriée. Les engrenages n'ont pas cessé de tourner, mais ils ont commencé à grincer. Et parfois, ce bruit est tout ce que l'on peut produire face à des structures construites pour survivre à l'homme. Luc a finalement compris que certaines vérités n'existent pas pour libérer immédiatement, mais pour empêcher l'oubli total, et cela lui suffisait. Des années plus tard, à l'emplacement de l'ancienne demeure de Montreval, il ne restait qu'un espace vide, cerné de nouvelles clôtures. Aucun panneau n'indiquait ce qui s'y trouvait auparavant. Pour les passants, c'était simplement un terrain vague en attente d'aménagement. Dans des archives numériques dispersées sur des serveurs du monde entier, le nom de Montreval continuait d'apparaître dans des notes de bas de page, des études indépendantes et des récits familiaux exhumés de l'oubli. Rien de concluant, rien de définitif. Luc, désormais plus discret que jamais, observait en silence. Il savait que certaines histoires n'ont pas besoin de monuments pour survivre. Il suffit que quelqu'un refuse de les oublier. Si ce récit vous a touché, ne le laissez pas s'arrêter là. Des histoires comme celle-ci survivent non seulement parce qu'elles ont été écrites, mais aussi parce qu'on s'en souvient, qu'on les questionne et qu'on les partage. Combien de silences semblables persistent autour de nous, protégés par le pouvoir, la peur ou la facilité. Partagez vos impressions. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce récit ? Croyez-vous que ce genre de vérité finit toujours par éclater au grand jour ou seulement lorsque quelqu'un décide d'en payer le prix ? Si vous souhaitez poursuivre votre exploration d'histoires de mystères, de pouvoirs occultes et de secrets enfouis par le temps, suivez les prochains récits. Certaines vérités restent encore à révéler.